Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs de la radio publique africaine. Au sommaire de cette édition du 6 juillet 2021, le chef du camp leur ordonne de se rapatrier au Burundi. Une centaine de familles de réfugiés de Nyarugusu n'ont pas de raison de rester dans le camp puisque certains membres de ces familles se sont déjà rapatriés, estiment les autorités tanzaniennes. Evariste Ndayishimiye reste sous l'emprise de la ligne dure de son parti, estime International Crisis Group, à suivre le décryptage de son rapport selon lequel le chef de l'État peine à se remettre de la crise liée au troisième mandat de son prédécesseur. Et aujourd'hui, les finalistes du poste fondamental démarrent l'examen d'État. C'est un test qui permet à certains d'entre eux d'entamer l'enseignement supérieur. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la voie des sans-voix. C'est ce qu'on peut appeler un scandale. L'administrateur de la commune Buganda de la province Cibitoke a été surpris avant-hier avec dans son étable des vaches d'un habitant de Gihanga, une commune de la province Bubanza, voisine de Cibitoke. Ces vaches avaient disparu depuis plus de 3 semaines. Le propriétaire du bétail a ensuite été incarcéré hier. Il était en train de réclamer son troupeau. Onésime Dushimagize nous en dit plus. Dimanche dernier, un citoyen prénommé Emmanuel de la commune Gihanga, en province de Bubanza, retrouve ces 2 vaches dans l'étable d'administrateur de la commune Buganda. Emmanuel avait perdu ses vaches il y a de cela 3 semaines. Il a pris des photographies et a commencé des démarches pour tenter de récupérer ce qui lui appartient. C'est ainsi qu'il s'approche du représentant du parti CNDD-FDD dans le secteur Ndava pour que ce dernier lui arrange un rendez-vous avec l'administrateur. Selon nos sources, l'administrateur Pamphile Hakizimana lui a fixé un rendez-vous pour lundi. Le citoyen Emmanuel s'est rendu ce lundi au bureau de la commune de Buganda. Aussitôt arrivé sur place, il a été arrêté et accusé de tentative de faire sortir du bétail vers la République démocratique du Congo. Il s'était rendu voir l'administrateur pour lui dire qu'il avait retrouvé dans son étable ces 2 vaches qu'il recherchait depuis plus de 3 semaines. Mais il s'est fait arrêter. L'administrateur lui a signifié que c'était des vaches qui avaient été interceptées sur la route menant vers le Congo. Il a dit alors qu'elles ont été saisies et que le propriétaire devait être puni ou alors devrait verser une amende. Vous comprenez bien qu'il y a un hic. Comment l'administrateur pouvait-il garder chez lui des vaches saisies pendant 3 semaines? Est-ce que ça, c'est logique? Il a finalement été transféré vers un lieu inconnu, ce qui inquiète les siens. Également, les 2 vaches ont été transférées dès l'aube de ce mardi. Très tôt le matin, vers 3 heures, il a envoyé un de ses bergers en compagnie des Imbonerakure d'Ogasenyi et ont amené les 2 vaches vers un lieu inconnu. Les voisins les ont vus entrer de les convoyer. L'administrateur Pamphile Hakizimana est fréquemment accusé par la population d'user de son autorité pour spolier le bétail de la population sous prétexte qu'elle les achemine vers la République démocratique du Congo. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre cet administratif pour qu'il puisse donner sa version des faits. Restons à Cibitoke. Certains enfants des propriétaires des parcelles situées dans le périmètre d'extraction des mines de la société Tanganyika Mining Burundi à Mabayi ont abandonné l'école. Leurs parents expliquent qu'ils ne peuvent plus leur payer les frais scolaires comme Tanganyika Mining Burundi ne leur a pas donné d'indemnisation. Le point avec Eric Nyonzima. Les propriétaires disent qu'ils ont été dépourvus de leurs terres qui constituent une source de revenus pour les aider à subvenir à leurs besoins. En conséquence, ils sont actuellement incapables de payer les frais de scolarisation de leurs enfants.
Un chef de famille affirme qu'il a 7 enfants à sa charge et que certains parmi eux ont abandonné l'école suite à la pauvreté générée par cette société minière. Nous demandons au gouvernement de nous rétablir dans nos droits pour que nos enfants ne meurent pas de faim et qu'ils reprennent le chemin de l'école. Mes enfants sont au nombre de 7 et 3 parmi eux ont été renvoyés à l'école car j'ai manqué d'eau minérale. La société a détruit toutes mes sources de revenus. Cet élève affirme qu'il a quitté le banc de l'école car son père n'est pas capable de lui assurer la scolarisation. Il demande au gouvernement d'intervenir dans leur dossier pour qu'il soit rétabli dans leurs droits. Moi j'étudiais avant. Malheureusement, mon père a manqué servir ces derniers mois les moyens pour me payer le minerval suite à la destruction de ses sources de revenus. Je demande encore au gouvernement d'intervenir. Imaginez-vous, j'ai abandonné l'école alors que l'éducation est primordiale dans la vie d'un être humain. Le gouvernement est tout pour moi, qui nous rétablisse dans nos droits. Au-delà des problèmes liés à l'éducation, la société menace les environs avec la pollution. Certaines familles se plaignent des gaz dégagés par l'entreprise Tanganyika Mining Burundi, ce qui peut causer différentes maladies, nous y reviendrons. Quittons Chibitoke pour nous rendre, cette fois-ci dans la ville de Bujumbura. Les citadins s'indignent des dysfonctionnements de certains feux de circulation routière. D'autres ne fonctionnent même plus selon ces habitants de la ville de Bujumbura. Conséquence, la circulation routière est perturbée, surtout pendant les heures de pointe. Éloge divin Remèche. Plus de 4 ans après leur installation, c'est-à-dire depuis le mois de juin 2017, les usagers de la voie publique en mairie de Bujumbura révèlent que certains feux de signalisation se sont déjà usés. Ils expliquent que certains de ces feux de signalisation installés dans 18 carrefours de la mairie de Bujumbura ne fonctionnent plus convenablement. D'autres ne sont plus fonctionnels, comme l'indique cette source. Certains feux ne fonctionnent plus depuis longtemps. Par exemple, ceux du petit séminaire, on ne se souvient même plus qu'ils ont existé. À l'endroit communément appelé vélo-moto, les feux tombent souvent en panne. Les problèmes de circulation se remarquent pendant les heures de pause pour les travailleurs et quand ces derniers rentrent chez eux. Si les feux de signalisation tombent en panne, ceux qui se déplacent à bord des véhicules font savoir qu'ils enregistrent des pertes. L'exemple illustratif est celui de ce chauffeur de bus. Un seul tour peut te pousser à penser que tu t'es rendu à la campagne pour arriver au centre-ville durant la nuit. Lorsque ces feux sont en panne, c'est très stressant car la circulation est intense et le désordre s'installe. C'est la même situation pendant la saison pluvieuse. Même si notre pays compte beaucoup de policiers, il arrive que pendant ces instants-là, ils ne sont pas là pour réguler la circulation. C'est problématique. Les usagers de la voie publique demandent que les dysfonctionnements de ces feux de signalisation soient vérifiés pour remplacer ceux qui ne fonctionnent plus convenablement. À cela, ils ajoutent que même si ces feux étaient en bon état, ils ont été mal installés dans certaines localités, ce qui peut causer des accidents. Nous y reviendrons. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie. Je vous le disais dans les titres, plus de 100 familles de réfugiés burundais vivant dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie ont été sommées par le chef de ce camp de se rapatrier de force au Burundi. Pour motif, ces familles ne sont plus au complet parce que certains membres de ces familles sont déjà rentrés au pays. Les détails avec Francine Mahoro. 160 familles des réfugiés burundais du Cadre Nyarugusu sont informées qu'elles doivent retourner de gré ou de force au Burundi. Il est reproché à ces familles que certains de leurs membres se sont déjà rapatriés volontairement, explique un de ces réfugiés. Ici au camp de Nyarugusu, les familles des réfugiés qui ont le leur, qui sont déjà rapatriés, c'est-à-dire ceux qui étaient inscrits sur la même carte des réfugiés, et qu'il arrive que certains d'entre eux et d'autres restent au camp, alors ces derniers sont recherchés pour qu'ils soient rapatriés de force. Ces réfugiés sont inquiets du fait qu'ils risquent un rapatriement forcé alors qu'ils n'ont même pas eu le temps d'expliquer les raisons qui les ont poussés à fuir le Burundi. Une situation qui les préoccupe beaucoup.
Ces familles qui sont restées dans les camps ne savent plus à quel fin se vouer parce que, par exemple, si dans une famille de 6 personnes, une personne décide de se rapatrier, cette personne crée alors des problèmes à sa famille qui reste dans le camp car elle est par la suite recherchée pour être rapatriée de force. Si du moins on pouvait les appeler pour donner des explications de leur choix de rester au camp, mais on leur dit plutôt qu'ils doivent rejoindre les leurs qui se sont rapatriés. Ces Burundais qui ont trouvé refuge au cas de Nyarugusu demandent au HCR d'assurer les protections afin que ceux qui ne veulent pas rentrer au pays ne soient pas rapatriés de force et que les droits soient respectés. C'est en revanche un ouf de soulagement pour ces réfugiés de Nyarugusu, du moins après la réouverture des petits marchés qui avaient été fermés il y a plusieurs mois. Ces réfugiés demandent également la réouverture du grand marché. Le point avec Danny Claire et la Troumva. Après une année et demie depuis la fermeture de petits marchés du camp de réfugiés de Nyarugusu, les activités des réfugiés concernant le petit commerce ont été autorisées mardi de la semaine écoulée. La réouverture de ces petits marchés a été rendue officielle ce vendredi dernier après la réunion des 6 chefs de zone constituant ce camp. C'est vendredi que le responsable du camp a appelé les responsables des zones récemment élus. La dame congolaise comme président du camp les a appelés sur la permission de Makazi. Arrive au lieu de rencontre comme convenu dans le quartier des Congolais. Elle leur a dit les paroles de Makazi, qui est le responsable du camp, que les commerçants pourraient commencer leurs activités car les marchés commencent à fonctionner depuis ce vendredi. Que toute personne qui a des marchandises les amène au marché où elle les vendait. Pour ce qui est du marché central du camp de Nyarugusu, les réfugiés indiquent qu'il ouvrira également bientôt. Il leur a dit qu'il y aura un marché pour les réfugiés burundais et un autre pour les réfugiés congolais et un autre marché central qui sera commun pour les deux comme marché Mungano. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce marché n'est pas disponible. Mais ce qui est observé, les autres marchés ont commencé à fonctionner. Pour rappel, la décision de fermer les marchés des camps de réfugiés se trouvant sur le sol tanzanien a été prise le 4 novembre 2019. À cette époque, les réfugiés burundais indiquaient que cette mesure visait les repatriements au pays natal. Dans quelques instants, nous parlons du rapport de l'ICJ. Le gouvernement d'Aïchimiye peine à se remettre de la crise consécutive à la volonté de l'ancien président de briguer un troisième mandat en 2015. C'est du moins en substance le contenu du rapport sorti au début de ce mois de juillet par International Crisis Group. Même si le nouveau chef de l'État tente de charmer les médias, la société civile et la communauté internationale, il reste sous l'emprise des tenants de la ligne dure de son parti CNDD-FDD. Eloge Kwizera a lu le rapport. Si l'arrivée au pouvoir de Ndayishimiye a sonné le gaz du culte de la personnalité de Nkurunziza, le nouveau président doit encore rassurer les factions puissantes de son parti CNDD-FDD au pouvoir et doit s'efforcer de conserver le soutien des puissants chefs de la sécurité du parti auquel il doit désormais son poste. Le rapport d'ICJ cite entre autres le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha, faisant tous le budget de sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis pour le rôle qu'ils ont joué dans la répression lors de la crise de 2015. Même avec une majorité au Parlement, la répression demeure un outil majeur de la gouvernance du Burundi, poursuit le dit rapport. D'après Human Rights Watch et la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, les Imbonerakure et le service de renseignement continuent de commettre des violations des droits humains visées de mesures répressives envers les civils et les membres de l'opposition. Les institutions étatiques prennent des groupes spécifiques pour cible de leurs abus, notamment les membres du Congrès national pour la liberté, CNL, et la population Tutsi. Malgré la répression gouvernementale, Ndayishimiye tente de charmer les médias et certains groupes de la société civile. Pour montrer sa bonne foi, il a pris quelques légères mesures visant à réparer les préjudices passés. Si la libération des journalistes d'Iwachu
et la réouverture de la radio Bonesha FM constituent un pas dans la bonne direction, les organisations de défense des droits humains affirment que cela n'est pas suffisant. Les autorités doivent encore annuler les condamnations injustes prononcées par les tribunaux, indique toujours International Crisis Group. Depuis son investiture, Ndayishimiye a tenté de montrer qu'il comptait réellement améliorer la gouvernance et s'attaquer à la corruption. Mais ces résultats sont mitigés. Les diplomates ne s'accordent pas sur la portée des mesures prises par Ndayishimiye. Pour les mesures anticorruption pourraient être de la poudre aux yeux et ne restent pour l'instant présagées d'aucun engagement en faveur d'une réforme globale. Sur le plan de la politique étrangère, ICG a pris note de la prise de dispositions par Ndayishimiye de renouer le contact avec les partenaires du Burundi. De même, les politiques nationales et la diplomatie de Ndayishimiye ont porté leurs fruits dans les coulisses des organisations multilatérales. ITG rapporte aussi que les bailleurs influents, en particulier l'Union européenne, sont également en train de changer de son façon au Burundi. Cependant, des diplomates ont indiqué à ce groupe d'experts que si l'Union européenne avait décidé de modifier son approche, c'était aussi parce que la suspension de l'aide budgétaire directe a simplement poussé les autorités à se tourner vers d'autres partenaires comme la Chine, la Russie et la Turquie, atténuant ainsi encore davantage l'influence occidentale. L'ICG souligne aussi que les relations avec le Rwanda ont également commencé à s'améliorer, même si des tensions persistent cependant autour de la demande du Burundi de lui remettre responsable de la tentative de coup d'État de 2015. S'agissant des risques, l'ICG montre que bien que Evariste Ndayishimiye semble vouloir se démarquer, le CNDD a déjà montré qu'il était susceptible de monopoliser le pouvoir, alors que les tenants de la ligne dure du parti renforcent les bases. De même, une incapacité à mener des réformes pourrait exposer le pays à une crise économique encore plus longue et aux tensions politiques qui pourraient en découler. Parlons agriculture sans transition. Plus de 14 000 hectares sont prévus pour être cultivés de façon moderne au cours de cette saison sèche. Propos du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage au cours d'un point de presse qu'il a animé ce mardi sur l'état d'avancement et les préparatifs de la saison 2021-2022. Le ministre Deogide Rurema a précisé que plusieurs actions ont été mises en avant, notamment la poursuite de la disponibilisation des engrais organo-minéraux à un prix abordable pour la population et la multiplication des semences sélectionnées. Suivez plutôt le ministre Deogide Rurema. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a élaboré un document de référence et qui sert de guide pour une augmentation de la production agricole, de l'élevage et la protection de l'environnement. Pour l'atteinte de cet objectif, les actions suivantes ont été mises en avant, notamment la poursuite de la disponibilisation des engrais organo-minéraux et la doromie à un prix abordable pour la population, la multiplication des semences sélectionnées et favoriser leur accès aux agriculteurs, la protection du sol par la lutte anti-érosive, l'aménagement des marais, considérer la saison sèche comme d'autres saisons, la sensibilisation à l'irrigation en utilisant les canaux d'irrigation et l'irrigation collinaire à travers les motopompes, la protection des sources d'eau, des rivières et des lacs, la multiplication des étangs piscicoles et des arbres, la plantation des arbres à travers le vaste programme national Ewe Burundi Urambaye, le repeuplement du cheptel à travers la chaîne de solidarité communautaire et l'amélioration génétique par l'insémination artificielle et la protection des végétaux et des animaux contre les maladies ravagères. Dans le cadre de se préparer pour cette saison sèche, le ministère a redoublé d'efforts pour sensibiliser tous les agriculteurs afin de considérer la saison sèche comme d'autres saisons. Ainsi, cette année, il est prévu de cultiver de façon moderne 14 734 hectares
Le ministre Deo Guide Rurema recommande aux moniteurs agricoles, aux agronomes et aux vétérinaires communaux d'assurer un encadrement rapproché. Il demande également aux agriculteurs de suivre toutes les instructions et conseils donnés par les moniteurs agricoles. Suivez encore une fois le ministre Deo Guide Rurema. Pour atteindre de tous ces objectifs, de demander d'abord aux agriculteurs de suivre toutes les instructions et conseils donnés par les moniteurs agricoles, de changer de comportement considérant la saison sèche comme les autres saisons A et B, et de semer les semences sélectionnées, et d'utiliser les engrais et la fumure organique, de bien aménager leur terrain et les protéger contre les érosions, de protéger et de procéder à l'irrigation partout où c'est possible. Aux multiplicateurs de semences, nous demandons de redoubler d'efforts pour la multiplication des semences, étant donné que les espaces cultivables ont été augmentés, de se faire enregistrer pour qu'on puisse bien les identifier, de ne pas distribuer les semences de mauvaise qualité, de respecter les prix fixés par l'État. À tout le personnel du ministère, nous demandons d'être des vrais commandants et de lutter contre la faim et la pauvreté et les acteurs principaux pour augmenter la production agricole. Aux moniteurs agricoles et agronomes et vétérinaires communaux d'assurer un encadrement rapproché et de privilégier cette activité comme c'est le cas des enseignants et le personnel soignant à leur poste d'attache qui sont les écoles pour les enseignants et les centres de santé pour le personnel soignant. En cas d'échec, on saura à qui incombe cette responsabilité. Deo Guide Rurema, c'est le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est ce mardi qu'a débuté dans tout le pays la passation de l'examen d'État de fin de cycle post-fondamental. C'est un examen qui donne accès à l'enseignement supérieur pour certains lauréats. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, François Habyarimana, a visité différents centres de passation de la province Gitega. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Le lancement officiel de l'examen d'État édition 2021 par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique François Habyarimana a eu lieu au lycée Gishubi dans la province de Gitega. À tous les centres de passation de Gitega, cet examen a commencé à 9 h. Au centre de passation du lycée Notre-Dame de la Sagesse, 4 élèves n'étaient pas sur la liste alors qu'ils avaient réussi en classe, mais ils ont par après reçu d'autres numéros et ont passé l'examen. François Habyarimana, ministre de l'Éducation, a dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'irrégularités pour ce premier jour de passation partout où il a passé dans la province de Gitega. Nous venons de procéder au lancement de l'examen d'État édition 2021. Ce lancement a eu lieu au lycée de Gishubi. Nous venons aussi de visiter d'autres centres de passation ici au centre-ville de Gitega. On n'a constaté aucune irrégularité au niveau du déroulement de cet examen. Parmi les candidats à l'examen d'État, nous avons constaté que à l'école Notre-Dame de la Sagesse, il y a des élèves aveugles, mais aussi des sourds. Donc, ces élèves sont en train de travailler comme tous les autres sans aucun problème. Et tout simplement, on leur donne un temps supplémentaire pour qu'ils puissent terminer leur examen. La source de la RPA à Ruyigi indique qu'il y a 3 centres de passation et plus de 400 élèves étaient attendus à passer cet examen. À Mngaro, l'examen d'État a commencé vers 8h30 dans toutes les communes et 2229 élèves étaient candidats à cet examen. Ils ont travaillé dans 5 centres de passation. Les présidents de ces centres de passation sont au nombre de 112 et aucune anomalie ne s'y est observée. Même les mesures barrières contre la COVID-19 étaient largement suivies. Dans tous les centres de passation à Bujumbura Mairie, l'examen a commencé à 8h30. Le lycée Gikungu héberge cette école parmi 342 candidats qui devraient se présenter. Au lycée Gikungu, 10 étaient des autodidactes. Et s'y est ajouté un élève de la direction provinciale de Mngaro qui a eu la permission de passer l'examen. 30 élèves du lycée paramédical Buterere qui n'avaient réussi en classe ont eu la permission du ministre de la Santé de passer l'examen.
l'examen. Au centre de passation de l'ETS Mengue, qui héberge 2 écoles, 521 candidats ont passé l'examen. 2 autodidactes, autres n'avaient pas eu son diplôme de fin de cycle post-fondamental. Au centre de passation du lycée municipal de Kinama, parmi 529 candidats attendus, 519 élèves étaient présents. 2 parmi les 10 absents avaient donné de faux noms, 2 sont allés à une autre école et le reste n'a pas donné le motif de son absence. 7 autres qui étaient présents n'étaient pas sur la liste, mais ils ont été permis de passer l'examen. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a fait savoir que cet examen durera 3 jours et aura la participation de 53 078 candidats, tandis qu'il y aura 2460 surveillants sur 106 centres de passation d'examen d'État, y compris le centre de passation de Nairobi au Kenya. En général, il n'y a pas eu beaucoup d'irrégularités pour ce premier jour de passation d'examen d'État. Parlons santé à présent. Les résultats des tests de Covid-19 prennent du retard pour être disponibles. Ce phénomène s'observe dans différents sites de dépistage de la mairie de Bujumbura. Par conséquent, les personnes dépistées ne sont pas informées à temps de leur état sérologique. Pire encore, certaines personnes testées positives ne prennent pas les médicaments leur prescrits. Les détails avec Aimable Nishimwe. Actuellement, ce n'est pas facile d'avoir les résultats des tests à Covid-19 dans les différents sites de dépistage de Bujumbura. Certaines personnes dépistées peuvent passer même toute une semaine sans être informées de leurs résultats. Selon elles, tout cela est dû à l'INSP, l'Institut national de la santé publique, qui retarde dans la plupart des cas leurs résultats, comme le témoigne cette source. Comme il y a beaucoup de gens qui attendent leurs résultats et qu'on utilise une seule machine, il y a ceux qui attendent des récents résultats. Pour le moment, on est en train de donner des résultats de la semaine dernière. Le problème se trouve au sein de l'INSP et c'est là où provient ce retard des résultats. L'autre problème de cette activité de dépistage, c'est celui des voyageurs en provenance de l'extérieur du pays, via l'aéroport Melchior Ndadaye ou via les frontières terrestres, qui ne prennent pas de médicaments quand ils sont testés positifs à cette pandémie. Le problème est que ceux qui se font dépister en provenance de l'étranger, ceux qui entrent par l'aéroport ou ceux qui entrent par les frontières, tous ne prennent pas des médicaments quand ils sont testés positifs à la Covid-19. Enfin, les sources de la RPA indiquent qu'il y a des gens qui n'obtiennent jamais les résultats de leurs tests et cela ne les empêche pas de continuer à vaquer à leurs activités sans observer la distanciation sociale. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter le ministre de la Santé publique, Tade Ndikumana, pour s'exprimer à ce propos. Clôturons ce journal en parlant de ce recensement général de la population de l'habitat, agriculture et élevage qui sera organisé au cours de l'année 2022. Annonce faite ce lundi par le directeur général de l'Istebu lors de l'ouverture à Gitega de l'atelier des experts pour finaliser les outils de collecte des données de ce recensement. Nicolas Ndaishimie indique qu'un tel recensement sera organisé dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est, excepté au Sud-Soudan. Il montre d'abord la nouveauté de ce recensement par rapport à celui de 2008. L'objectif de cet atelier retraite, l'objectif c'est de finaliser les outils de collecte des données qui seront utilisés, que ce soit pour le recensement pilote, que ce soit aussi pour les travaux de cartographie, que ce soit pour le recensement proprement dit, qui aura lieu l'année prochaine en 2022. Donc on a déjà terminé les documents méthodologiques, maintenant nous sommes sur les outils de collecte qui seront utilisés. Je dois dire d'abord par rapport au recensement de 2008, ça signifie si on devrait suivre les recommandations des Nations Unies, le recensement du Burundi qui allait suivre celui de 2008 allait se faire en 2018. Mais les pays membres de la communauté est-africaine ont souhaité, dans le processus d'harmonisation de leurs statistiques, de faire un recensement harmonisé et ont recommandé à tous les pays membres de faire ce recensement au cours de l'année 2022. Et c'est pourquoi nous sommes dans les préparatifs. Premièrement, il faut savoir que le recensement
actuels, ces recensements qui utilisent les nouvelles technologies, contrairement aux 3 recensements que le Burundi a déjà réalisés où la collecte se faisait sur papier. Maintenant, nous allons utiliser des smartphones, des Android et des tablettes dans la collecte des données. Autre chose, c'est que dans le recensement, nous allons ajouter un module de base agriculture et élevage. Ça sera la première fois que ce module soit administré lors du recensement. Nous allons aussi géoréférencer, donc des infrastructures publiques et privées qui participent à l'amélioration et au développement économique de notre pays. Nicolas Ndaishimiye, directeur général de l'Istebu, indique que le coût de ce recensement est estimé à 48 milliards de francs burundais et que la grande partie de son montant proviendra des financements extérieurs. Oui, en ce qui concerne la collecte des moyens à utiliser, je dois vous dire qu'il y a déjà la volonté politique. Comme le recensement est déjà institué par un décret du président, donc on n'a pas de doute. Dans le budget actuel, l'exercice budgétaire de l'État, c'est-à-dire 2021-2022, donc il y a déjà 2 milliards qui sont déjà inscrits pour le recensement. Les autres fonds seront à mobiliser auprès des partenaires techniques et amis du Burundi, étant donné que le coût estimatif de ce recensement est de 48 milliards de francs burundais. Mais cette somme doit couvrir toutes les opérations relatives à ce recensement qui vont durer 4 ans. C'est-à-dire jusqu'à la finalisation de l'archivage et à la publication des résultats des analyses thématiques. Un recensement pilote est prévu au mois d'août cette année. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce journal du 6 juillet 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.